Bonsoir à tous, je m'appelle Soraya, je suis responsable des relations patients pour WeFight qui développe l'application Vic Prostate qui répond à toutes les questions des patients instantanément. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ici, d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est assez crucial pour la qualité de vie des patients, mais qui est encore trop peu abordé aujourd'hui, qui est en fait le cancer de la prostate et la sexualité et l'intimité. Donc, comment retrouver une sexualité avec un cancer de la prostate, comment gérer cela, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, parce qu'on sait que la maladie peut provoquer des troubles, que ce soit des troubles physiques, voilà, des troubles érectiles, de l'incontinence, mais aussi un impact, forcément un impact sur le moral, perte de la libido, perte de la confiance. Aujourd'hui, pour parler de tous ces sujets, je suis vraiment très heureuse d'avoir des invités triés sur le volet. Et je voulais vraiment remercier énormément ces invités, remercier Astellas aussi qui soutient ce projet et toutes les personnes qui sont connectées ce soir parce que parler librement de la santé des hommes et la sexualité en fait partie, c'est un sujet important. Et oser le faire aujourd'hui comme vous le faites, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, je voulais juste commencer par dire ça. Merci beaucoup. Donc pour parler de ce sujet, nous avions avec nous Olivier Jérôme, président de l'association Sérum. Olivier, merci. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour. Donc, merci Soraya. Donc, Olivier Jérôme. Donc, je suis le président de l'association Sérum, association de patients dédiés au cancer masculin. Voilà, où on est là pour soutenir les proches et aidants et malades en tant que patients et partageant avec eux. Merci beaucoup. Nous avons aussi Stéphane Beaumont, ambassadeur France de Movember et très actif également sur beaucoup de sujets. Stéphane, est-ce que tu souhaites te présenter? Bonjour à tous. Effectivement, donc j'appartiens à la fondation Movember. Je travaille en France à leur côté. Donc Movember, c'est Moustache in November. Donc c'est une fondation internationale qui œuvre pour la santé masculine et dont les causes originelles à la création étaient notamment sur le cancer de la prostate. Donc c'est qu'effectivement très impliqué évidemment là-dessus, avec plaisir avec vous ce soir. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous Sébastien Landry, qui est psychosexologue aussi spécialisé en oncologie, qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas, hein, que ce soit dans le chat ou à la fin de ce webinaire, il y aura un moment qui sera prévu pour les questions. Sébastien, tu veux nous parler un peu de ton parcours en oncologie et des sujets que tu traites? Bien sûr. Bonsoir. Donc moi, Sébastien Landry, donc je suis psychosexologue. Je travaille beaucoup en oncologie dans une clinique au Mans qui fait que de la cancéro. J'interviens énormément aussi pour la Ligue contre le cancer, pour différentes associations. Et j'ai une activité à la fois de recherche et j'écris des ouvrages, enfin des livres grand public, beaucoup autour de la sexualité, notamment un sur cancer et sexualité qui est paru en 2018. Et voilà, je fais aussi également pas mal de formations dans le domaine pour aider dans les prises en charge de patients atteints de cancer. Merci beaucoup pour cette présentation, Sébastien. Et pour commencer ce webinaire, le premier sujet dont j'ai envie de parler, c'est en fait la libération de la parole. Sébastien, dis-moi si je me trompe, mais en fait, mieux vivre avec un cancer, c'est quand même aussi, ça passe aussi par la libération de la parole et le fait de pouvoir s'exprimer. Donc, il y a Albert Camus qui disait que voilà, de parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Sur un sujet, déjà le cancer, c'est un sujet difficile à aborder, mais en plus, cancer et sexualité, c'est encore plus difficile à aborder. Et pourtant, c'est important. Est-ce que tu pourrais nous partager des pistes? Comment faire si on a du mal à s'exprimer sur ce sujet, à demander de l'aide, à poser des questions, à s'entourer? Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir un peu libérer la parole? Oui, alors déjà, ce qui serait déjà très intéressant, c'est que le corps médical se permette de communiquer sur le sujet et d'aborder la sexualité comme tout aspect de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un cancer, il y a quasiment forcément des répercussions sur l'intimité et la sexualité. Et ce sont des sujets qu'on aborde peu, les soignants l'abordent peu, donc ne communiquent pas assez en fait sur ces répercussions. Donc c'est difficile pour certains patients de se dire que c'est tout à fait normal. Alors même si j'aime pas dire que c'est normal d'avoir des problèmes sexuels, mais que c'est
ordinaire avec le type de traitement qu'ils vont recevoir. Et du coup, ils se sentent un petit peu isolés. Il ne faut pas hésiter, dans un premier temps, à en parler à sa partenaire ou à son partenaire, parce que dans le couple, on a tendance à ne pas parler de sexualité. On la vit et on en parle peu, mais c'est là quand même la première personne qui est aussi concernée sur la problématique de la sexualité dans un couple. Donc, si on peut déjà en parler à deux, c'est vraiment très bien. Et il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner par les applications, sur les sites internet, d'avoir de l'information déjà sur les répercussions des traitements. Et une fois qu'on a cette information-là, eh bien, il faut aller en parler à son oncologue, au soignant, en disant, attendez, j'ai lu que ces traitements, parce que c'est compliqué de parler de soi, donc on peut déjà parler des traitements, dire, j'ai lu que ces traitements avaient des répercussions sur la fonction érectile, sur la capacité à prendre du plaisir, sur la libido. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et pour déjà avoir l'information par les soignants, et après peut-être être capable de dire, bah voilà, bah moi je suis dans ce cas-là, parce que c'est extrêmement fréquent. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça de l'aborder. On a peur de, voilà, moi j'ai beaucoup de patients qui me disent, vous rendez compte, si je parle de sexualité à mon oncologue, je vais passer pour un obsédé. Ben non, la sexualité, ça fait partie de la vie. Donc, il y a le concept de santé sexuelle qui a été défini par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui n'est pas normal, c'est que le côté soignant ne l'aborde pas systématiquement. Mais il faut parler de ces problématiques déjà au personnel soignant, à son médecin si possible, parce qu'il pourra rediriger, et puis à sa partenaire ou à son partenaire, parce que c'est très important. Il ne faut pas garder ça pour soi, sinon les non-dits vont créer encore plus de problématiques. Là où les problématiques peuvent être organiques, physiologiques au début, après elles peuvent devenir psychologiques, parce que si on s'angoisse, si on se stresse, si on se pose beaucoup trop de questions, ben, il y a le côté psychologique dans la sexualité qui est très fort, et ça peut accentuer le trouble. Alors que vraiment, il existe tellement de solutions qu'il ne faut pas hésiter à en parler. D'accord, donc déjà, vraiment, le premier message à retenir, c'est vraiment, c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de problème. Voilà, c'est normal. Il faut vraiment dire, voilà, exactement, c'est normal, vous n'êtes pas seul. Deuxième chose, du coup, ne pas hésiter à en parler dans le couple. Je sais que peut-être ça peut être difficile pour certaines personnes, je ne sais pas, d'aller voir son partenaire et de lui parler de ça. Est-ce qu'il y a des recommandations pour que ce soit moins bizarre? Je ne sais pas, peut-être des jeux, des choses. Est-ce qu'il y a... Non, ce que je recommande moi souvent quand on a des difficultés à parler, parce que c'est vraiment pas simple de s'ignorer, et bien des fois on peut passer par l'écrit, c'est-à-dire de pouvoir expliquer sur papier ce qui nous arrive, les difficultés qu'on rencontre, et puis si on n'ose pas affronter le regard de sa partenaire ou de son partenaire, de donner la lettre en fait pour qu'elle le découvre après quand on n'est pas là. C'est vraiment le premier pas qui est dur. C'est comme mes patients qui me disent, ah, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est compliqué de venir vous voir. Je dis oui, mais le plus dur est fait. Parce que le plus difficile, c'est d'enclencher en fait cet échange autour de la sexualité. Une fois que c'est fait, ça devient plus simple derrière. Mais vraiment, la première étape, c'est d'essayer d'en parler. Et il faut absolument en parler à ça ou son partenaire, parce que sinon, les problèmes risquent de prendre de l'ampleur et après, on ne sait plus comment trouver des solutions. D'accord, donc le premier step, c'est vraiment le plus compliqué. Pourquoi pas, pour ceux qui ont peut-être du mal, commencer par pourquoi pas un petit mot, une petite lettre, un peu pour dédramatiser la chose. Et puis ensuite, alors juste une chose, parce que j'ai l'impression, juste pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous entendez les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'entend que moi. Mais je me dis que, voilà, merci, ça doit être un problème. Donc on disait vraiment très important voilà, d'en parler dans le couple, de dédramatiser. Une fois qu'on aura abordé la première fois le sujet, peut-être après ça va découler plus simplement, et peut-être qui sait, une intimité encore plus importante va se créer, parce que ça rapproche. Et puis, je voudrais juste aussi poser une autre question sur, voilà, vous disiez, c'est dommage que les soignants n'en parlent pas plus. Du coup, en tant que patient, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, par exemple, je ne sais pas, préparer des questions à l'avance, se dire, j'y vais, même si le soignant ne m'en parle pas, moi, je vais en parler. Bien sûr, vous pouvez faire ça, et surtout même, je vous recommande, parce que si vous ne voulez pas des fois tomber face à un mur, parce que ça va être professionnel dépendant, le professionnel qui est gêné avec la sexualité, il va dire oh non, ce n'est pas les traitements, etc. Renseignez-vous un petit peu, vous allez très vite. L'oncosexologie, parce que c'est la spécialité du cancer, de la sexualité en cancérologie, c'est un soin de support depuis 2018. Si l'Institut national du cancer
recommande l'oncosexologie et le met dans les paniers des soins de support, il y a 6 soins de support, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc, vous allez sur des sites comme l'INCa, la Ligue contre le cancer, et vous allez trouver les informations par rapport à votre pathologie, par rapport au traitement. Et là, vous pouvez noter les répercussions et en parler à votre oncologue et dire, bah voilà ce que j'ai vu, et bah moi, je suis dans ce cas, je rencontre cette difficulté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Si lui, il n'y arrive pas, eh ben, il va vous rediriger vers les professionnels qui vont pouvoir répondre à cette difficulté. Mais il reste quand même, l'oncologue est pas mal placé pour vous diriger. Je ne dis pas qu'il va régler la solution, mais au moins, il peut vous réorienter vers les professionnels qui vont pouvoir, et eux, vous apporter une solution à vos problèmes. Très bien, donc vraiment s'informer, c'est important. Alors bien sûr, pas sur n'importe quel site, bien sûr des sites sérieux, hein, que ce soit voilà, la Ligue contre le cancer, bien sûr Vic Prostate. N'hésitez pas, l'application elle est faite par des professionnels de santé, donc elle est aussi disponible pour vous. Et bien sûr, les sites de nos partenaires, des associations, c'est des sites sérieux, donc vous pouvez y aller, mais pas forcément, voilà, pas forcément n'importe quel site. Oui, faire attention au forum et tout, parce que des fois on tombe sur des choses. C'est ça, il faut trier, faut aussi savoir trier son information. Merci beaucoup, Sébastien. Ma deuxième question, elle est pour toi, Stéphane. Alors, Stéphane, je t'ai interviewé déjà avant. On a publié ton histoire, ton portrait sur Vic. Et je me souviens, pendant l'interview, tu m'avais confié On a dit qu'on ne devait pas tout dire, hein. Attention. Non, alors ça, c'était public, on avait le droit normalement. Mais tu m'avais confié que c'était une des choses qui t'avait vraiment fait souffrir dans cette épreuve qu'est le cancer. Alors, ce n'est pas le cancer de la prostate dans ton cas, mais quand même, c'est un cancer masculin également. C'était justement, ouais. Exactement, c'était quand même justement le fait que tu t'étais sentie seule, que tu avais manqué de personnes, que tu trouvais que c'était difficile d'en parler, notamment avec d'autres hommes. Tu disais que la plupart du temps, c'était des femmes. Bien sûr. Effectivement, je pense que c'est ce que Sébastien disait est important. Et la première des choses, en tant que malade, puisque ça a été mon cas, alors c'était évidemment pas le cancer de la prostate, mais il n'était pas très loin, hein, c'est le cancer testiculaire, c'est qu'effectivement, il y a à l'époque, je suis jeune et on n'a pas du tout cette liberté et ce nombre d'informations qu'on a. Il y a une quinzaine d'années, j'aurais aimé vivre maintenant parce que je me serais posé beaucoup moins de questions il y a 15 ans. Et la première des choses, c'est effectivement déjà d'oser en parler. Quand ça touche la prostate, les testicules, on parle de la sexualité, les attributs virils. Et un mec, ça doit rester un mec, etc. Blablabla, super. Et à la fin, en fait, on n'ose pas, on se referme, on n'ose pas en parler. Même encore de temps en temps maintenant, cette espèce de pudeur de on ne va pas en parler. Et surtout pas de parler de sexualité. Et en même temps, c'est important. Donc, comment on fait pour casser ça? Il faut prendre son courage à deux mains et effectivement aller en parler. C'est vrai que à l'époque, les soignants, ce n'était pas du tout quelque chose sur lequel j'avais pensé poser ces questions. En même temps, 2018 n'était pas passé par là. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir ce courage d'affronter déjà cette maladie. Ce n'est pas la peine de se rajouter des non-dits en plus et de poser le problème sur la table avec sa partenaire ou son partenaire ou avec des tiers, soignants ou amis, et c'est important. Et effectivement, je pense que c'est un des rôles importants des associations comme Sérum, avec ces centres d'écoute, d'avoir les capacités de parler à quelqu'un de ces problèmes-là et de les mettre sur la table. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, effectivement, prendre son courage à deux mains, ça ne doit pas être simple, j'imagine. En fait, c'est pas que c'est simple, c'est qu'il faut, je crois, individuellement se donner le courage de le faire. Quand on est atteint d'un cancer, on prend déjà un gentil coup sur la tête, les traitements sont lourds et les conséquences, avant même qu'on ait eu un traitement, sont déjà importantes. Quand on entend le mot cancer, je me suis retrouvé confronté à un peu moins de 35 ans, à 34 ans à ça. T'es pas préparé à ça. Je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé. Et donc, une fois que tu es enclenché dans ces opérations, dans ces chimios, dans ces traitements, et tu te retrouves avec des éléments et avec un environnement
couple ou de vie sexuelle qui est complètement, j'allais dire, désastreux, détruit, il n'est plus là. Et après, c'est comment tu reconstruis ça. Est-ce que c'était comme avant? Et tout ça te monte un peu à la tête. Et je pense qu'effectivement, en parler et avoir des professionnels comme Sébastien ou ses pairs, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et du coup, tu dis comment on reconstruit ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais conseiller? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais recommander? Écoute, moi, les traitements que j'ai subis, en l'occurrence, ça s'appelle une orchidectomie. Donc, on t'enlève un testicule et on te la remplace par une balle de ping-pong de la taille que tu choisis. Donc ça peut être rigolo d'avoir des très gros attributs, mais bon, c'est une blague. Mais en fait, techniquement et physiologiquement, il n'y a pas eu j'avais pas eu de problème érectile, etc., comme il peut y en avoir pour le cancer de la prostate. Donc, après, ça a surtout été pour mon cas personnel, une capacité plutôt physiologique de se dire, voilà, pas parce que j'ai une seule testicule que je suis plus un homme. Il y a plein de gens qui vivent avec un seul rein et ils continuent quand même de vivre. Donc, bon, après, c'est un peu plus compliqué avec les ventricules du cœur, mais en tout cas, les testicules, tu vis très bien avec un seul testicule. Et en l'occurrence, je suis devenu papa après cette opération. Donc, j'ai pas été, moi, confronté, je pense, comme peuvent l'être les malades du cancer de la prostate, sur ce gros problème. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de Movember, et on parlait des sites dont on parlait, il y a pas mal d'informations sur le site de Movember. Malheureusement, c'est encore très anglo-saxon. Il y a pas mal de choses. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est super. Pour tous les autres, allez voir celui de Serum. Il est pas mal. Oui, donc effectivement, ça c'est sûr, allez voir le site Serum. Évidemment, Vic. Il est dans le chat. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas eu les mêmes, on va dire, problèmes techniques avec le cancer de la prostate. Néanmoins, tu as parlé de rapport à la virilité, de se poser la question de ce qu'est un homme. Et ça, pour moi, ça retentit. Je vois d'ailleurs que nous avons avec nous David qui est un patient qui nous a aussi partagé son expérience avec le cancer de la prostate. On pourrait voir la vidéo aussi sur Vic. Et c'est vrai que David, je me souviens, m'a dit ces mots. En fait, cette expérience du cancer de la prostate lui a fait se poser la question de ce que c'est finalement que d'être un homme et ce que c'est que la virilité. Et je pense que ça, c'est une question en commun que à peu près, peut-être beaucoup de patients passent par là. Je pense que c'est important de se la poser. Et je serais vraiment intéressée par avoir vos retours en fait à tous les trois sur ce que vous avez compris de cette question et ce que vous avez envie de partager aux patients qui nous regardent aujourd'hui. Et là, un grand blanc. Non, alors je la pose comme ça, mais on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite maintenant. C'était juste parce qu'il y avait un lien, mais on pourra y revenir un peu plus tard dans le webinaire. En tout cas, j'avais prévu ça. Mais je pense je vois que David, que je connais bien parce qu'il est membre de Serum également, dit qu'il y a une vraie prise de conscience, je pense aujourd'hui, en 2021, de qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce que la sexualité d'un homme. On ne va pas revenir sur les éléments d'actualité sur le pouvoir des hommes, le mouvement MeToo, etc. Il y a un vrai changement de paradigme qui est important. Je ne dis pas que celui d'avant était bien, celui de maintenant est mieux, je ne sais pas, mais à un moment, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des hommes qui deviennent femmes, des femmes qui deviennent hommes, mais à un moment ou à un autre, il y a ce rapport à la sexualité sur qu'est-ce qu'on est individuellement et qu'est-ce qu'on doit être. Et moi, j'ai eu des débats cet été avec des jeunes femmes et hommes avec des mots et des trucs qui étaient complètement différents de mon éducation. Mais à un moment ou à un autre, c'est OK, on en parle, on comprend ce qu'ils ressentent, on est ce qu'on est, et il y a cette acceptation de l'autre d'une façon sincère qui est importante. On n'est pas forcément d'accord avec toutes les idées, mais à un moment, elles existent et on peut les écouter. On peut en débattre. Si le débat est stérile, eh ben on arrête le débat et chacun repart dans son camp. C'est dommage. Mais à un moment, ça fait évoluer les mentalités. Et je pense que les hommes, par rapport à leur santé en règle générale et leur sexualité suite à ces problèmes de santé,
je pense qu'il y a une libération de la parole qui est en train de s'opérer avec des personnes publiques qui ont témoigné de leur maladie, des gens moins publics qui osent en parler, je dirais, normalement, comme un sujet non tabou. J'avais utilisé un jour cette phrase, c'est voilà, les hommes, on doit faire notre coming out du cancer comme les femmes l'ont fait avec Octobre Rose il y a maintenant très longtemps. Et Movember est peut-être c'est un peu notre ruban rose, cette moustache. Voilà, c'est un peu moins connu encore qu'Octobre Rose, mais ça le devient. Donc petit à petit, les gens prennent la parole par rapport à ces maladies, ce qui est déjà un premier cas. Et une des conséquences de cette maladie, c'est effectivement les pertes de désir sexuel et ces problèmes de sexualité. Et quelque part, ça va de facto continuer d'évoluer et les interventions, les livres ou les blogs posts de Sébastien vont alimenter ça et plus on en parlera, mieux on le surmontera. C'est vrai qu'il y a une libération de la parole là, qui commence à se faire, notamment grâce à pas mal de personnes assez courageuses qui prennent la parole. Je reparle de David parce qu'il est là, que je vois ses commentaires et que je trouve ça hyper courageux de partager comme ça son expérience. Et parfois, ça donne des belles choses comme la pièce de théâtre Radical, qui parle justement de son expérience, de son parcours. Il parle à sa prostate et pareil, on partagera les informations sur cette pièce. Il va y avoir une lecture demain. Demain, si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence, il va y avoir une lecture publique de cette pièce et à Paris aussi. J'ai un doute. 14 décembre. Et Valence le 28, oui, tout à fait. Voilà, donc tout ça, c'est des initiatives qui vraiment participent à libérer la parole et qui sont très importantes. Donc merci beaucoup pour les faire. Et là, j'aimerais m'adresser à toi, Olivier. Comment ça se passe à Serum? Comment est-ce que vous faites pour justement aider les hommes à libérer la parole? Donc tout ce concept de la solidarité entre les anciens patients et les nouveaux patients. Qu'est-ce que les anciens patients peuvent conseiller? Comment ça se passe par rapport à ce sujet de la sexualité? Oui, donc aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour effectivement remplacer le personnel soignant, les psychologues, les sexologues, etc. Au contraire, il y a vraiment, je pense, une vraie panoplie et un vrai complément entre les différentes personnes. Donc, Serum est là pour écouter les patients. Je pense qu'avant tout, on a vraiment parlé de centre d'écoute. Moi, je suis assez étonné, effectivement, par les hommes qui, des fois, viennent se confier parce qu'ils ne savent pas trop à qui se confier, en fait. C'est vrai que c'est difficile aussi de le faire forcément, des fois, en couple. Et sans parler forcément de sexualité, c'est vraiment déjà quelque chose d'assez complexe. Donc, nous, au niveau de Serum, on est là pour faire partager l'expérience, pour montrer aussi qu'il y a un petit peu d'espoir. Le moment, alors bon, je suis un peu comme Stéphane, je ne suis pas concerné directement, moi, par le cancer de la prostate, mais j'étais concerné par le cancer de testicule il y a maintenant 20 ans. Mais aujourd'hui, les hommes n'en parlent pas. C'est un vrai sujet tabou. On essaye d'apporter l'écoute et le partage de l'expérience et de démontrer qu'effectivement, il y a une vie qui continue, il y a quelque chose après. Après le traumatisme d'apprendre qu'on a un cancer, le traumatisme d'apprendre qu'on a un cancer masculin, parce qu'il y a différents types de cancers, mais le cancer masculin étant situé effectivement en dessous de la ceinture, pose un vrai sujet tabou. Voilà, on a beau aborder nos belles moustaches, on reste effectivement, c'est un signe de virilité d'ailleurs à l'époque. Je crois que la moustache, il y a quelques années, était vraiment dans certaines régions du monde un signe de virilité, de pouvoir justement échanger, écouter les demandes des patients. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on parle de sexualité, mais les hommes, même au téléphone, parce qu'en fait on a cette barrière, on va dire, du téléphone, parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup de mal à en parler. Donc l'aspect du téléphone permet de garder cette distance. Donc il n'y a même pas l'écran, voilà, il y a vraiment pas c'est pas de la visio non plus. Donc en fait de garder un anonymat, ne viennent pas tout seuls, on va dire très rarement parler de sexualité. En fait, on s'aperçoit que oui, ils ont des problèmes d'incontinence, ils ont des problèmes de vécu, de savoir ce qui va se passer, de tout un tas de choses. J'ai une prostatectomie, j'ai la radiothérapie, la curithérapie. Mais en fait, ce n'est pas le sujet de prime abord qui arrive, la sexualité. Et je pense que si on n'en parle pas,
Donc les problèmes de santé, effectivement, on n'en parle pas, hein, la plupart du temps, en tout cas de prime abord. Quand on discute avec certains, mais si normalement on devrait en parler, mais je dis oui, mais c'est pas le cas tout le temps. Et le patient n'ose pas en parler. Donc en fait, il n'en parle pas à son soignant et il vient petit à petit dans les échanges qu'on a avec eux commencer à en parler avec nous justement. Après un appel, des fois 2 appels, de pouvoir se sentir en confiance, d'avoir quelqu'un qui potentiellement traverse la même chose que lui. Ça, c'est important. Donc là, c'est pas moi qui réponds, puisque moi, c'est le cancer du testicule. On a d'autres personnes dans l'association qui répondent sur le cancer de la prostate. Mais voilà, on apporte vraiment, on va dire, cette écoute et ce partage d'expérience. Encore une fois, je pense que les médecins sont là pour soigner. Ils auront beau mettre toute l'empathie du monde, etc. Ils ne traversent pas ce que l'on traverse. On leur souhaite surtout pas, déjà, premièrement. Ils l'ont appris, ils savent très bien le soigner, mais ils ne le vivent pas. Et je pense que la sexualité, pour revenir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, et même sur le général, c'est que les soignants ne sont pas à l'aise en fait avec ça. C'est-à-dire que le patient ne l'est pas, mais les soignants ne le sont pas du tout. Enfin, la majorité, la plupart des temps, ils ne sont pas à l'aise avec ça, donc en fait, ils ne vont pas aborder le sujet. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Et c'est une réflexion que j'ai eue justement en préparant, enfin en discutant sur le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai échangé aussi, que ce soit avec Sébastien ou avec d'autres professionnels à ce niveau-là. Mais même nous maintenant, je pense qu'on va avoir une démarche de parler aux patients quand on les aura au téléphone de leurs problèmes de sexualité, parce que encore une fois, si on ne les interroge pas, ils vont pas venir directement s'exposer. Et c'est même ça qui est dramatique, hein, c'est-à-dire qu'ils pourraient le faire, et pourtant ils ont beaucoup de mal à le faire. Donc voilà un petit peu, on leur apporte, encore une fois, c'est plutôt des conseils de vie, du vécu. Ils vont pouvoir échanger avec des patients qui, encore une fois, ont la même chose qu'eux ou quelque chose de très proche, parce que peut-être qu'on traverse tous la maladie de façon différente, mais en tout cas quelque chose de proche, avec peut-être des petits trucs, des astuces. Là, je vois depuis tout à l'heure qu'il y a pas mal d'échanges dans le chat, effectivement, sur tiens, on prend ça, c'est mieux, etc. C'est un petit peu aussi ce qu'on apporte vis-à-vis de Serum, et que Vic aussi peut apporter, bien entendu, au niveau des réponses. Mais voilà, c'est avant tout, je pense, une écoute. Parce que, encore une fois, je pense que beaucoup d'hommes, et j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui mettait il y a des hommes qui ne sont pas en couple, hein, qui sont tout seuls, etc., aussi, hein, qui ne sont pas accompagnés et qui sont vraiment perdus, certainement, vis-à-vis de ça. Je vois quelqu'un qui. Voilà, donc bon, c'est important de pouvoir être à l'écoute des hommes. Mais encore une fois, je pense que l'écoute ne suffit pas, il faut aller chercher des questions, parce que c'est libérer la parole, c'est vraiment ça, hein, lever les tabous, libérer la parole. Dès que ça se passe en dessous de la ceinture, nous les hommes, on a plutôt des problèmes à s'exprimer sur ce côté-là. Ou alors quand ça marche très bien. Là, il n'y a pas de problème, on entend beaucoup les hommes. et encore. Donc en parler, vraiment, encore une fois, c'est vraiment important. C'est comme Sébastien, tu le disais, finalement, c'est pas du tout une honte, parce que c'est même la définition de l'OMS, hein, la sexualité fait partie intégrante de la santé, et donc c'est totalement un droit. Et si le soignant n'aborde pas la question, c'est OK de poser toutes ces questions, de s'informer, de téléphoner à Serum pour avoir des informations, d'aller parler à Vic. Voilà, c'est très important. Voilà, je sais qu'on n'est pas en train de répondre forcément en direct à toutes les questions qui se posent, il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas à poser-les, parce que même si on n'aura pas le temps d'y répondre à la fin du chat, pour nous c'est précieux, c'est des réponses qu'on pourra ajouter dans l'application Vic et qu'on pourra ajouter comme contenu. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, on va rentrer peut-être aussi maintenant dans le vif du sujet. Sébastien, je sais que voilà, tu as accompagné pas mal de patients sur ce sujet-là. Quelles solutions aujourd'hui existent, voilà, que ce soit des solutions vraiment physiques ou même des solutions d'accompagnement psychologique, parce que c'est important pour les patients qui passent par là. Je vais reprendre en même temps, ça va répondre à pas mal de questions que j'ai vues dans le chat. Donc, il y a les problématiques qui sont relativement fréquentes suite à un cancer de prostate sur la sexualité. Il y a 2 choses. J'ai vu des personnes qui disent oui, on n'a plus de libido. Alors, il faut discerner 2 choses sur la libido. Il y a la libido qui, elle, est une pulsion qui vient de nos hormones sexuelles. À partir du moment où, surtout s'il y a une hormonothérapie, dans certains cas de cancer de prostate, oui, la libido n'existe plus. Quand il y a de la fatigue, etc., la libido peut diminuer.
Mais il y a cette partie qui est très importante, qui est le désir sexuel et qui, elle, est psychologique. Donc, c'est une dimension vraiment psychologique, c'est l'envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne. Le problème, c'est qu'en cas de cancer, les effets secondaires des traitements, la peur d'une possible récidive, que ça se passe mal, les angoisses associées, comme ça, ce sont des dimensions psychologiques, ça ne laisse pas de place au désir sexuel. Donc, quand on sent qu'on a la tête qui est vraiment bien prise par des préoccupations, il faut se faire aider par un psychologue, par exemple, pour essayer d'atténuer toutes ces tensions. Et après, moi, j'ai des petites solutions qui fonctionnent vraiment bien sur le désir sexuel. La pornographie, il faut l'oublier, faut l'oublier. Si on a envie, pour se faire plaisir, c'est pas dramatique de temps en temps. Mais si on se dit, tiens, je vais me stimuler devant un porno, ça peut fonctionner sur le moment, mais ça ne peut pas aider au désir sexuel parce qu'en fait, ça rend le cerveau travaille pas, ça le rend bébête en fait. Il consomme, il regarde ces images, ça peut paraître excitant sur le moment, mais sinon, ça aide pas. Par contre, les lectures d'histoires érotiques, de livres érotiques, ça va faire travailler la tête, ça va créer des fantasmes et ça va redonner l'intérêt d'aller vers la sexualité. Donc ça, c'est une chose sur le désir sexuel. Après, on a également l'impact sur la fonction érectile qui est très fréquente. D'une, par la chirurgie, parce que même si l'urologue fait un très bon travail et dit « j'ai pas touché aux bandelettes vasculaires et nerveuses qui sont autour de la prostate », c'est-à-dire la commande qui amène à la fois le sang dans la verge, et la commande nerveuse qui déclenche l'érection, même si elle n'est pas coupée, elle est altérée par la chirurgie, donc on va avoir des répercussions sur la fonction érectile. Il y a des solutions, j'ai vu dans le chat certaines personnes qui disaient le gel intra-urétral, par exemple, c'est quelque chose que l'on va mettre dans l'urètre qui va permettre d'avoir une érection qui peut bien fonctionner. On a les injections intracaverneuses, donc les piqûres que l'on se fait directement dans le corps caverneux du pénis. Ok, ça, ce sont des médicaments. Et après, il y a aussi le vacuum que j'ai vu, et un monsieur a dit que le vacuum, le problème, c'est que ça coûtait très cher, il n'a pas tort, ça coûte très très cher en pharmacie, ce n'est pas pris en charge, pas remboursé. Moi, honnêtement, je vous conseille de vous rapprocher des sex shops, ce sont les mêmes, ils fonctionnent très bien, et ils sont beaucoup moins chers. Donc déjà, ça, pour un apport, c'est une pompe en fait que l'on met sur le pénis, et on va faire un vide d'air, ça va aspirer, en vidant l'air de la pompe, le sang va passer du corps dans le pénis et va créer une érection, certes artificielle, mais ça aide énormément. Et après, on met un petit anneau à la base du pénis pour faire un petit garrot, en fait, qu'on va garder une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Et on va avoir une érection qui est là. Dans les sensations derrière, on va trouver autant de plaisir, etc., dans la sexualité. Ça, c'est vraiment pour le côté, je vais dire, mécanique. Après, honnêtement, j'ai quand même envie de revenir sur le fait que qu'est-ce que la sexualité? Et je pense que si on est obnubilé par la pénétration, on est obnubilé dans cette idée qu'un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une érection, de pénétrer et d'assurer au lit. Et si on a cette image-là, je trouve que la sexualité, elle est réductrice et elle n'est pas forcément épanouissante. On peut avoir énormément de plaisir et atteindre l'orgasme sans pénétration, sans être en érection, parce que l'érection n'a rien à voir avec le plaisir, n'a rien à voir avec l'orgasme, l'éjaculation non plus. Alors certes, chez un homme en bonne santé, ça fonctionne ensemble, mais on peut avoir des super orgasmes sans aucune érection et sans éjaculation. Et ça, c'est important parce qu'un homme qui est opéré de la prostate n'aura plus d'éjaculation. Donc, si on est persuadé que c'est le reflet du plaisir de l'homme, on se trompe réellement. C'est hyper important de pouvoir savoir qu'on peut prendre du plaisir avec la sexualité. Donc, il faut absolument prendre du plaisir sans érection, c'est possible, sans éjaculation aussi. Et ça, c'est la base. Moi, je dis le rapport sexuel, ça, c'est simplement son seul objectif, c'est de passer un bon moment à deux et de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir jusqu'à l'orgasme. Donc, du coup, sachez que ça, c'est tout à fait possible. Après, j'ai vu des personnes qui disaient oui, j'ai été voir un sexologue. Il y a des mauvais aussi, faut pas croire que tout le monde est bon chez les professionnels. S'il n'arrive pas à vous trouver une solution qui vous convienne, c'est que peut-être la personne ne vous a pas bien écouté ou pas bien aiguillé. Mais la sexualité, il n'y a pas une seule façon d'avoir un rapport sexuel. Il y en a beaucoup, ça se construit. Et notre sexualité n'est pas celle du voisin.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dis toujours à mes patients, quand ils viennent, je dis, on ne va pas forcément retrouver ce qu'il y avait avant, hein. Mais si on travaille ensemble, on peut retrouver une sexualité plaisante. Et ça, c'est l'objectif, épanouissante. Mais pas forcément de se dire, moi, je veux que ça revienne comme avant. Des fois, ça, hélas, c'est impossible. Mais vraiment, il y a beaucoup de solutions dans la fonction érectile. Prendre du plaisir, c'est psychologique, donc ça se travaille. Trouver une autre sexualité également, ça se travaille. Donc, pensez-y. La fonction érectile, chez un homme qui a un cancer de prostate, après une chirurgie, on estime qu'il faut, quand les nerfs et les bandelettes sont préservés, il faut entre 3 mois à 2 ans pour récupérer une fonction érectile. Il y a une rééducation qui peut se faire, mais ça prend du temps. En tout cas, il y a plein de choses hyper intéressantes là qui viennent d'être dites. Je pense que Sébastien, il y a pas mal de stéréotypes qui ont été complètement cassés, qui ont été complètement bousculés, c'est très bien. Donc oui, la sexualité, ce n'est pas que la pénétration, ce n'est pas forcément que ça. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Il y a eu pas mal de solutions qui ont été apportées aussi aux questions qui ont été posées notamment dans le chat sur comment faire quand on a perdu ses fonctions érectiles, etc. Donc voilà, tu parlais de pas mal de choses. Je ne sais pas si je le prononce bien, du vacuum. Vacuum, c'est ça, qu'on peut trouver en sex shop si jamais c'est pas assez abordable en pharmacie. Les injections, les lectures érotiques, et puis aussi quelque chose d'important, tu parlais de repenser la sexualité, de reconstruire autrement la sexualité, peut-être de mettre de côté ce qu'on avait en tête de ce qu'était la sexualité avant pour trouver une nouvelle sexualité, une sexualité alternative. Ça se construit. Comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce qu'on laisse tomber, entre guillemets, ce qu'on avait en tête sur ce qu'était la sexualité et comment on repart à zéro dans son couple aussi? Comment ça se construit à deux? Parce que j'imagine que c'est quand même à deux. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Est-ce que ça peut être aussi intéressant à travailler? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il faut être patient? Il y a pas mal de questions. En fait, tout dépend de chaque individu. Alors déjà, moi, je pense que la sexualité, pour la redécouvrir, le meilleur moyen, c'est la masturbation, c'est de se découvrir son propre corps, comme on fait à l'adolescence. La sexualité, forcément, il faut la redécouvrir. Je pense que quand il y a eu un cancer, on fait que dire il y a un avant et un après cancer. La sexualité fait partie aussi des choses qui vont être altérées, qui vont être modifiées pendant la maladie. Je pense que se retrouver soi-même, savoir comment on prend du plaisir, savoir comment on est capable, est-ce que je suis capable de me reprovoquer une érection quand il n'y a pas de stress? Tout seul, il n'y a pas de stress. En couple, on se met la barre un peu haute, on se dit il faut que j'assure, etc. Et le stress fait que la fonction érectile ne peut pas arriver, ou alors ça va être très compliqué, elle ne va pas tenir dans le temps. Donc tout seul, il faut déjà retrouver si on peut reprendre du plaisir et si on arrive à avoir une érection. Si on n'y arrive pas tout seul, là, il va falloir vraiment consulter, aller voir l'urologue pour qu'il trouve des solutions soit médicamenteuses, soit avec le vacuum, voir d'où vient le problème. Parce que moi, souvent, ce que je dis à mes patients, je veux savoir si le problème il est physiologique ou s'il est organique. Après, on construit sa sexualité. Je pense que dans le couple, il faut être capable d'en parler. Il faut dire, voilà, il faut séparer le désir sexuel, la libido et le désir amoureux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'érection que je ne t'aime pas. C'est juste que là, il y a quelque chose qui me bloque, la maladie, les traitements, mais mes sentiments sont toujours là. Et il faut avoir une sexualité sans pénétration, beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse dans le couple pour stimuler. Et si la fonction érectile revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, il va falloir se faire aider par urologue, par sexologue pour pouvoir travailler le côté mécanique. Mais le côté relationnel, psychologique dans un couple, il est extrêmement important. Il faut absolument continuer à conserver, avoir une intimité de couple pour que la sexualité puisse s'exprimer. Ça peut prendre du temps, c'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, mais il va falloir travailler ça. Parce que c'est important. Ça peut ne pas revenir tout seul. Et les non-dits dans un couple, ça peut créer beaucoup de tensions et beaucoup de dégâts. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de solutions. Le plaisir dans la sexualité, le partage sont extrêmement importants. Donc ça, il ne faut pas hésiter vraiment à en parler et à trouver des solutions. Les couples souvent trouvent des solutions et après, nous, on est là pour les aider, pour les guider. Mais on y arrive. Franchement, on y arrive.
Donc, persister, ne pas abandonner, prendre le temps, en parler, faire la distinction, important aussi ça, entre libido et désir. Ouais. Et puis je disais, j'ai un point que je voulais ramener aussi parce que souvent, les stéréotypes face à l'homme sur la fonction érectile, sur la durée de l'acte, sur l'éjaculation, c'est vraiment des idées reçues. Honnêtement, j'ai beaucoup d'hommes qui ont eu des cancers de prostate, qui n'ont pas eu forcément d'érection au début. Ils ont des rapports sexuels tout seuls, par exemple par la masturbation ou à deux. Et ils me disent, c'est fou, ils me disent, j'ai pas forcément d'érection qui revient. Mais alors, il y a un truc de fou, il y a un plaisir intense qui arrive. Il y a des hommes qui découvrent l'orgasme une fois qu'on leur a retiré la prostate, parce que comme ils n'ont plus d'éjaculation, eh ben, ils ne sont pas arrêtés par l'éjaculation. Ils continuent. Et là, le plaisir augmente, augmente, augmente jusqu'à l'orgasme. Et ça, c'est super intéressant. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont en bonne santé, qui n'ont réellement jamais eu d'orgasme. Ils ont un plaisir génital, c'est-à-dire que quand ils éjaculent, ils ont un plaisir au niveau du sexe, mais c'est un orgasme, c'est un plaisir éjaculatoire, un plaisir localisé. L'orgasme, il est déclenché par le cerveau. Et quand on a subi une prostatectomie, qu'on ne peut plus éjaculer, eh ben, ce qui nous arrête, c'est pas l'éjaculation, c'est pas l'orgasme, mais c'est bien après l'orgasme qui a pu s'exprimer parce qu'il lui faut du temps. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, c'est fou, j'ai un plaisir de folie, alors qu'ils n'ont plus d'érection et plus d'éjaculation. C'est important ça, parce que je pense que sinon, il y a beaucoup d'hommes qui disent, bah super, j'ai pas d'éjaculation, j'aurai pas de plaisir, et j'arrive plus à avoir d'érection, donc je peux plus avoir de sexualité. Il faut vraiment prendre du recul avec ça. On va vous aider. Si on voulait retrouver une érection, on peut y arriver. Il y a même des chirurgies. On peut mettre des prothèses péniennes pour avoir une érection, vraiment, si on va aller jusque-là. Donc, on a des solutions. Mais c'est pas parce qu'on vous rend une érection que vous aurez une sexualité heureuse. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ça, c'est psychologique, c'est relationnel. Ça se construit une sexualité épanouissante. Parce que honnêtement, il y a beaucoup d'hommes qui ont une sexualité qui n'est pas épanouissante, ils n'ont pas de maladie. Dans les sexologues, on ne voit pas que des gens qui ont des maladies. On voit des gens peu ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut venir te voir même en dehors? Exactement. Donc, plein d'espoir en fait, plein d'espoir dans tout ce que tu dis, Sébastien. C'est très, très enrichissant. J'aimerais juste, avant qu'on passe aux questions-réponses, aussi qu'on parle du rôle des accompagnantes. Je sais qu'il est important ce rôle. D'ailleurs, il y a pas mal d'accompagnantes là qui nous regardent. Stéphane, Olivier, est-ce qu'il y a des conseils, des choses que vous avez, des messages que vous avez envie d'adresser aux proches, aux femmes qui accompagnent ces hommes qui vivent avec un cancer de la prostate? Alors, effectivement, encore une fois, je me projette, parce que je n'ai pas été moi-même malade, mais mon expérience personnelle me permet de me translater, et surtout au travers des témoignages que j'ai pu recevoir en intervenant pour le compte de Movember dans le cadre d'entreprises, de conférences comme celle-là, etc., d'échanges. Déjà, il y a des éléments clés, c'est-à-dire que Movember, c'est typiquement masculin, ça traite des problèmes de santé masculine, et 30% des gens qui sont Movember, qui font Movember, sont des femmes. Donc, de facto, elles sont plus intéressées par la santé de leur fils, de leur père, de leur mari, que l'on est de nous-mêmes. Donc, quoi qu'il arrive, la première des choses, c'est qu'elles sont impliquées traditionnellement, ou en tout cas, traditionnellement, peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, sont bien plus impliquées dans leur santé à elles et celle des autres que les hommes le sont. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas également dans le traitement pas le traitement, mais en tout cas dans la reprise d'une sexualité. Encore une fois, les partenaires des gens qui sont malades doivent être des anges, parce qu'on est diminué, malade, irascible, etc. Et à un moment, quand on aime, on supporte. Et effectivement, cette notion-là, elle est importante, y compris dans la reprise post-traitement de cette sexualité. Je pense que c'est juste une évidence comme le nez au milieu de la figure, mais ça va sans le dire, c'est mieux en le disant. Les aidants sont vraiment importants, et au niveau en tout cas d'un Movember, enfin d'un mouvement Movember, on le voit dans les questions, dans les interactions, les femmes sont impliquées dans les problèmes des hommes, et bien plus que ne le sont les hommes eux-mêmes.
Donc, je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas. Donc, leur rôle est primordial de mon point de vue. Donc peut-être aussi ne pas hésiter, alors moi pareil, hein, si je me trompe Sébastien, ou peut-être ne pas hésiter à se faire accompagner même quand on est accompagnante en fait. Oui, c'est hyper important parce que la sexualité, c'est c'est une couple. Quand j'entends des gens qui disent va régler tes problèmes, moi tout va bien, moi je l'entends pas ça, parce que c'est peut-être le couple qui a pas su rebondir et qui a pas su s'adapter. La sexualité, elle peut pas être linéaire dans sa vie. Tout le monde le sait. On n'a pas la sexualité qu'on avait à 20 ans. Et honnêtement, j'ai envie de dire tant mieux, parce que quand on débute, on n'est pas forcément comme toute chose de la vie. Hein, on tâte, on teste. Je pense pas que ce soit une sexualité qui soit excellente. Hein. Enfin, j'espère. En vieillissant, on s'améliore. Hein, c'est comme le vin. Mais il faut être capable de s'adapter et de rebondir à deux. Mais vraiment, la communication est importante. L'autre ne peut pas deviner. Mais j'ai envie de dire, les hommes, on est trop centrés sur cette pénétration. Honnêtement, posons la question aux partenaires, est-ce que c'est vraiment ça où on prend le plus de plaisir? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais on a cette idée. On a des injonctions sur la sexualité où la pénétration est le rapport sexuel. Si je demande à n'importe qui à quel âge il a eu son premier rapport sexuel, tout le monde pense à la première pénétration donnée ou reçue. C'est faux. C'est les premières émotions, c'est les premiers orgasmes, les premiers plaisirs. Ça, c'est la sexualité. Et tant qu'on aura cette vision très stéréotypée, on ne pourra pas. Là, j'étais en train de répondre à une question pour Yannick dans le chat, parce qu'il me dit par exemple aussi, est-ce que les pilules, donc ce qu'on appelle les IPDE5, disent, bah voilà, ça ne provoque pas d'érection, enfin, ça n'aide pas dans mes érections. Il faut savoir que les comprimés que l'on prend, qu'on vous prescrit, ne sont pas là pour provoquer une érection, mais simplement pour aider l'érection. Mais il faut qu'elle soit naturelle, enfin, il faut qu'on soit capable de se mettre en érection, et pour les maintenir. C'est le traitement qui fonctionne le moins bien. Après, on a le gel intra-urétral, comme je disais tout à l'heure, hein, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, et aussi les injections intracaverneuses. Ça, ce sont des médicaments qui provoquent l'érection. D'accord? Mais les comprimés, hein, la petite pilule bleue, ne les provoquera pas. N'importe quel homme peut prendre un comprimé, il attend que ça se passe, il n'aura jamais d'érection. Il faut être excité, il faut que la commande fonctionne, donc ça aille du cerveau jusqu'au pénis, provoquer l'érection, et là, le médicament va permettre de la maintenir. Ça, c'est important parce qu'on croit trop souvent que les pilules vont nous donner des érections. C'est faux. Donc, faut vraiment... ça te permet, c'est un petit coup de pouce quand l'érection, elle ne tient pas. C'est tout. Mais vraiment, et dans le couple, c'est important et les partenaires sont hyper importants dans la sexualité parce que c'est pas... On a chacun un rôle à jouer. On construit quelque chose ensemble. Donc, s'il y en a un des deux qui peut-être dysfonctionne, soit on rebondit ensemble. Si on dit à l'autre va régler tes problèmes, moi tout va bien, bon, c'est compliqué à entendre. D'accord? Il faut communiquer et il faut se faire aider à deux. Moi, j'ai beaucoup de conjoints et de conjointes que je vois en individuel, même des fois, parce que pour qu'ils comprennent pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est tout. Mais c'est important. Très important. Donc, encore une fois, pas mal de stéréotypes qu'on vient de briser. Beaucoup de stéréotypes. Beaucoup. C'est encore une fois, c'est exactement ça. Et moi, j'apprends des choses, hein, très personnellement, c'est très bien. Mais je pense que ouais, c'est plein de stéréotypes avec encore une image, effectivement, de l'homme, etc. À côté de ça, comme disait Stéphane tout à l'heure, je pense que on parlait des accompagnants, des choses comme ça. Je pense que les femmes doivent toujours tirer l'homme un petit peu pour le bouger parce qu'il a toujours beaucoup de mal à s'exprimer. Encore une fois, là, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, on est tous différents effectivement vis-à-vis de ça, mais la majorité pour les gens que l'on a au téléphone ou qu'on accompagne régulièrement au niveau de Serum, la femme est toujours là pour pousser l'homme, pour venir poser des questions quand on est dans les hôpitaux, dans l'intervention, etc., dans des représentations. Il y a toujours effectivement la femme qui entraîne l'homme. Bien entendu, il y a des hommes qui viennent tout seuls, heureusement. Hein, c'est pas une généralité, mais c'est la majorité, on va dire, en tout cas. Et il faut continuer à booster un petit peu les hommes pour qu'ils fassent attention, pour qu'ils en parlent un petit peu. C'est les femmes qui des fois aussi viennent parler de problèmes de sexualité aussi. Hein, faut en être conscient. Donc ça c'est important. Donc elles sont très utiles à nous accompagner, enfin les aidants en général, effectivement, et quand on parle de sexualité, il ou elle d'ailleurs, mais ça c'est important, il faut vraiment continuer à accompagner les gens. Les hommes ont beaucoup de mal à se bouger, donc oui, il faut vraiment que les femmes soient toujours là pour les aider, les accompagner, à oser poser des questions. Et je disais sur le côté aussi, donc
sur le chat, il y a quelqu'un qui l'a dit, et moi je le dis aussi de plus en plus, parce qu'on s'en aperçoit, il y a la sexualité et il y a aussi toutes les contraintes de problèmes de fuite urinaire. Ça, c'est vraiment très important. Qui aussi, quelque part, peut avoir un lien, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui psychologiquement est très, très dur. Et je pense que la partie psychologique n'est pas bonne, le reste a beaucoup de mal à suivre aussi mécaniquement. Donc, je pense que c'est un tout. Et on parle, bien entendu, c'est le sujet du jour, de la sexualité. Mais aujourd'hui, la partie des fuites urinaires, en discutant de plus en plus avec les gens, parce que les gens n'osent pas en parler non plus au départ, hein, c'est important, c'est un sujet qui est très tabou. Hein. Encore une fois, on voit aujourd'hui, j'en parlais encore, de la pub sur les Always discrètes, on ne va pas parler de marque, mais les couches pour pas les couches, c'est pas le terme, les protections, qui sont un peu plus mignonnes, etc. On voit quand on va dans les grandes surfaces, les protections journalières, etc. Et on voit un tout petit rayon où il y a quelques protections urinaires pour les hommes. Et on commence à faire des pubs sur celles des femmes à la télé. Mais alors, dans 20 ans, dans 30 ans, on commencera peut-être à en parler potentiellement à la télé, parce que c'est encore très, très, très dur. Et c'est l'image, encore une fois, de l'homme qui peut reprendre ça et se retrouver rabaissé. Donc, il faut vraiment briser ces tabous-là. Et là, voilà, au niveau de ce que disait Sébastien, c'est vrai que la représentation dans la sexualité, mais je suis complètement d'accord, pour plein de gens, c'est la pénétration. Voilà. Et il y a plein de choses autour qui sont absolument pas là. Donc, il faut vraiment, effectivement, casser ces stéréotypes, parce que c'est ce qui enferme l'homme, hein, de toute façon, le stéréotype de l'homme fort, de l'homme viril, de l'homme fort, la personne de la maison, jamais malade non plus, qui ne pleure pas aussi, des fois, qui ne montre pas ses émotions. C'est une globalité, quoi. C'est vraiment important. Donc voilà, on y revient finalement à la question initiale de c'est quoi finalement être un homme, c'est quoi, comme disait du coup David, que ce cancer lui a vraiment fait se poser cette question, et ça l'a beaucoup aidé du coup d'écrire cette pièce. Et là, on a tous répondu, je crois, aujourd'hui, on a tous discuté de c'est quoi être un homme, c'est quoi la sexualité au fait, hein, aussi. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on avait en tête à la base, peut-être. Et c'est très intéressant d'en discuter avec vous. J'espère qu'on a répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas, si vous trouvez que ce webinaire a pu être intéressant pour vous, à répondre au petit sondage qui est juste à droite du chat ici, pour que, voilà, si jamais vous avez envie qu'on fasse d'autres webinaires comme ça pourra nous être utile. Et du coup, pour revenir au sujet, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va quand même prendre quelques questions. Il y en a eu pas mal. On va en sélectionner quelques-unes. D'abord, pour revenir aux fuites urinaires, parce que oui, c'est un problème aussi important qui doit impacter, on va dire, le mental. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a certaines solutions? Encore une fois, j'imagine en parler est important, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Oui, il y a pas mal de solutions. Alors, dans la toute première, c'est vraiment la rééducation du périnée. Dans la grande majorité des problèmes d'incontinence urinaire, c'est une faiblesse au niveau du muscle du périnée, hein, qui sont entre le testicule et puis l'anus, et qui sont impactés à la fois par les traitements et en cas de prostatectomie par les chirurgies. Donc là, il y a une rééducation à faire qui se fait souvent par un kiné, du coup, pour l'homme. Qui est vraiment important, parce que le périnée, il a plusieurs fonctions, à la fois dans la continence, il maintient les organes, et aussi dans l'érection, parce qu'il va aider à bloquer l'afflux de sang dans la verge. Donc il est vraiment très important à la fois dans la sexualité et dans le problème de continence. Si après une rééducation complète, il y a toujours des problèmes, là il faut aller voir un urologue, parce qu'il faut évaluer d'où vient le problème d'incontinence. Ça peut être autre chose, et après il y a des chirurgies, il y a des traitements médicamenteux qu'on peut prendre pour essayer de régler le problème. Mais c'est vrai que c'est assez fréquent dans la sexualité, au moment de l'orgasme, d'avoir un relâchement de la musculature, une vessie un peu pleine, et par exemple de l'urine qui part. Et ça, pour les rapports sexuels, c'est très, très, très compliqué. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, moi, je recommande la rééducation du périnée. Et après, si vraiment la rééducation, le kiné dit non, là, c'est parfait, il y a un bon contrôle des couches musculaires au niveau du périnée. Là, il faut vraiment se rediriger vers l'urologue, qui est le spécialiste, qui va pouvoir évaluer d'où vient cette incontinence et pouvoir trouver des solutions derrière qui peuvent aller jusqu'à la chirurgie. Donc, il faut vraiment régler ce problème-là, parce que ça peut être très compliqué. Et je voudrais juste rebondir, parce que là, il y a la question de Yannick qui dit que les corps caverneux doivent être entretenus régulièrement. Oui, en effet, je ne l'ai pas abordé, ça, sur la dysfonction érectile, mais le gros problème, c'est l'afflux de sang dans les corps caverneux. Les corps caverneux du pénis sont deux gros tuyaux, en fait, qui se gorgent. C'est comme des éponges, il y a des petits trous, et le sang passe.
Si un homme n'a plus d'érection du tout, de changement de taille de verge pendant 6-8 mois, le corps n'aime pas le vide, ces corps caverneux peuvent se boucher. Et alors là, après, derrière, on ne retrouvera plus d'érection. Donc, il faut les entretenir, soit par les médicaments, par le vacuum, mais sinon, la masturbation. En se masturbant, on amène un afflux de sang. Même si vous avez l'impression que votre verge ne change pas du tout de taille, ça va quand même essayer d'appeler un afflux de sang et ça peut être intéressant. Et si le sexe change de taille, même si ce n'est pas une érection qui permet la pénétration, tant que le sexe change de taille, il y a un afflux de sang. Donc la masturbation peut être vraiment un très bon moyen d'entretenir la vascularité au niveau des corps caverneux, d'amener de l'oxygène et de les entretenir. Et après, on a, pour avoir vraiment des bonnes érections, les traitements que je vous ai dit, et puis le vacuum au niveau mécanique. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Mais du coup, la rééducation du périnée, c'est quelque chose qu'on demande à son kiné? Faut en parler à son médecin, même le médecin traitant ou le oncologue, n'importe quel médecin peut faire une prescription, c'est pris en charge et après c'est fait par le kiné. Alors attention, rapprochez-vous de kinés qui font la rééducation du périnée, qui sont un peu spécialisés, qui sont équipés. Parce que ils le font pas tous, ils n'ont pas envie de le faire et il y en a qui sont pas spécialisés. Ça demande quand même une petite particularité et ça peut prendre du temps. Donc il faut vraiment trouver. Renseignez-vous près d'un urologue, souvent ils ont des adresses, mais d'avoir un kiné où vous les appelez, vous demandez bien s'ils s'occupent de la rééducation du périnée. D'accord, donc vraiment, encore une fois, ne pas hésiter à nous-mêmes poser la question, oui. À vraiment prendre les devants, fuite urinaire, on y va, on pose la question, est-ce que je pourrais avoir une rééducation du périnée? Ordonnance, et puis voilà. Super, je pense qu'on a le temps pour une autre question. Est-ce que je vais vous demander à vous trois, est-ce qu'il y en a une à laquelle vous avez envie de répondre, qui vous a interpellé dans le chat? Je suis en train de lire, je remonte. Parler des goûts. Ah oui, donc ça c'était voilà, la rééducation du périnée. Alors oui, là c'était encore la question des orgasmes après une prostatectomie radicale. Bah voilà, c'était plus une affirmation. Très bien, très beau témoignage aussi dans le chat, je suis en train de le découvrir en même temps. Alors peut-être qu'on pourrait, moi la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, avant qu'on termine ce webinaire, c'est si vous aviez un message, s'il faut retenir une chose de ce webinaire, un message aux patients, ce soir, ce serait lequel? Si je donne le portable de Sébastien, c'est pas bon. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que les patients peuvent avoir des séances avec des psycho-oncologues? Est-ce que, Olivier, au sein de votre association, vous fournissez ce genre de conseils? Alors, pas encore, mais honnêtement, ça fait une bonne semaine qu'on y pense et qu'on y réfléchit, parce que je pense, voilà, c'est vraiment un vrai sujet qui est important. Et non, à ce jour, non, malheureusement. Il y a même dans certains hôpitaux et certains professionnels de santé, effectivement, connaissent certains. Il y a même des sites dont moi j'ai été soigné il y a longtemps, effectivement, à Gustave Roussy. Il faut savoir qu'ils n'ont pas de psychologue, donc aux psychologues, sexologues, etc. Évidemment, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas des structures connues partout, malheureusement, et que c'est pas si simple. Et je pense que c'est des beaux projets. Bon, après, sur Internet, il y a pas mal de petits sites qui existent aussi. Il y a la vie autour, des choses comme ça que j'ai déjà vues, ou peut-être qu'il y a des éléments à récupérer, mais non, malheureusement, à ce jour, on l'a pas. Mais je pense que avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important et il faudra qu'on s'allie fortement sur ce genre de choses-là. Ouais, c'est important. En l'occurrence, j'ai eu la chance de participer aujourd'hui à une table ronde, une table ronde de l'ordre des infirmiers, et j'ai appris qu'il y avait une nouvelle, ce qu'on appelle des pratiques avancées des infirmières, et notamment en oncologie avec, alors je n'ai pas retenu le nom, c'est stomato quelque chose, donc je vais le retrouver dans mes notes que j'ai pas là. Comment tu as dit? Stomatothérapeute. Exactement, infirmière stomatothérapeute, et qui justement dans les pratiques, dans les services d'oncologie, prenait la problématique des patients dans leur globalité, en incluant justement ces problèmes de sexualité. Donc elles sont d'abord des infirmières qui ont été formées
on va dire plus, ce ne sont pas des médecins, ce sont des infirmières, et elles ont effectivement cette prise du patient global, et les problèmes de sexualité ont été largement abordés. Donc, je pense que les choses bougent dans le bon sens, la parole se libère, y compris chez les soignants. En tout cas, moi j'étais ravi d'apprendre que ça existait. Sébastien a été extrêmement brillant, effectivement. Faut qu'on reparle de sexualité, il y a 2-3 petits trucs là. J'ai pas tout compris, mais je vais voir le blog. Et effectivement, au niveau des soignants, donc les infirmiers, les médecins, je pense progressent. Et plus on leur demandera, plus il y aura forcément une demande, et ça va bouger. Tout à fait, on va mettre, bien entendu, vous avez le site, le blog de Sébastien, le livre, il y a tous les contacts de Sébastien. La première chose à faire, c'est d'aller voir Vic, de télécharger Vic. Télécharger Vic. Et là, à chaque fois que vous téléchargez Vic, on a un don qui est fait à Movember, donc téléchargez tous. Immédiatement, en plus. Tout de suite. Exactement, opération spéciale Movember. Chaque téléchargement, en plus, Vic est gratuit, donc c'est quand même important de le dire. Et l'avantage de Vic aussi, en complément effectivement des associations, c'est que Vic est accessible 24 heures sur 24, alors que nous, on dort des fois éventuellement un petit peu, donc on se repose. On n'est pas tout le temps là, il y a beaucoup de réponses qui sont là. Et puis, je vois que David, effectivement, discute beaucoup sur le côté. Donc, et peut-être aussi, surtout, prenez les dates, allez voir Sérum sur la page Facebook de Sérum. On a partagé pas mal d'événements. Voilà, il y a la lecture à faire, et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à apprendre du vécu de David, justement, et qui racontera un petit peu tout ça. Ça, ce sera important avec la lecture. Et puis la pièce l'année prochaine, on espère. Non, exactement. On n'espère pas. C'est juste ça, c'est un appel aux dons. En fait, on cherche des producteurs. C'est ça aussi. Si vous êtes très riche et que vous avez bien envie de faire qui nous quelque chose, aideront, on peut tout à fait envisager ça. Et peut-être d'ailleurs que le rapport avec la sexualité, je viens d'avoir une idée, je ne peux pas en parler publiquement, mais je pense que j'ai trouvé le sponsor. Bon, en tout cas, on a eu beaucoup de bons contenus. Effectivement, Vic est là 24 heures sur 24, et ça, c'est chouette. Mais effectivement, ne pas hésiter aussi à se faire aider d'un psycho-sexologue, parce que c'est très important. Psychologue, d'ailleurs, sexologue, les deux, en fait, c'est hyper important. Tout simplement demander à votre médecin si jamais vous cherchez un contact à côté de chez vous, parce que je pense que Sébastien n'aura peut-être pas assez de temps dans son agenda pour traiter tout le monde. On va le trouver sur Doctolib en vidéoconf, ça va bien se passer. Alors, on va faire sauter son site comme pour le site de Doctolib pour le Covid-19. Exactement, mais alors en une phrase, je vais demander à chacun d'entre vous une phrase. Tu sais très bien qu'on n'y arrivera pas. Mais si, une phrase pour clôturer ce webinaire. Une seule phrase, un message à retenir ce soir pour les patients. Sébastien. Eh bien, qu'il n'y a pas de fin à la sexualité et qu'il y a toujours de la place pour le plaisir. Il faut simplement s'adapter et puis essayer de reconstruire une sexualité épanouissante. Super, merci beaucoup. Qui se jette à l'eau? Allez, moi je vais y aller. On va dire, moi j'ai appris des choses sur effectivement peut-être une évolution de la sexualité. Donc bien entendu, on ne retrouvera peut-être pas la même sexualité après un cancer de la prostate, mais qu'il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et puis peut-être de vraiment enfin découvrir l'orgasme qu'on ne connaît peut-être pas. Très bien. Positive. Très inspirant. Et Stéphane? Ben écoute, moi je pense qu'il faut télécharger Vic impérativement. C'est à peu près la seule chose qu'il faut faire là tout de suite. Le lien est en train là. Et la deuxième chose, venez nous voir le 13 décembre à Paris et demain à Avignon avec David qui a écrit cette pièce et qui, je pense, relate cet épisode et cette problématique de maladie et de retrouver une sexualité. Et je pense que c'est un message d'espoir extrêmement positif. Et encore une fois, dernière phrase, téléchargez Vic, s'il vous plaît. On compte sur vous. Merci Stéphane. En gros, ne restez pas seul. Il y a quand même plusieurs initiatives qui existent pour vous accompagner. Donc, c'est vraiment pas la peine de rester seul. Des associations formidables, Vic, des psychosexologues. On a vu même ici la Vic Insuki, c'est une super initiative aussi. Ne restez pas seul. Parlez. C'est important. C'est comme ça que les choses deviennent normales à la fin. N'hésitez pas. Et puis, oui, bien sûr, téléchargez Vic. Un grand merci à tous d'être venus, d'avoir
discuter avec nous de ce sujet. Et le replay sera disponible dès maintenant. N'hésitez pas à le partager aussi, un maximum, parce que c'est comme ça qu'on libère la parole, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et voilà, encore une fois, un grand merci à tous. N'hésitez pas à répondre au sondage, c'est important pour d'autres webinaires. Et à très très bientôt. Laissez-vous pousser le message si vous le pouvez. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Petit Vic. Au revoir. Au revoir à tous.